Salut à tous! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit bilan de la chaîne et de mon apprentissage du japonais en 2022. Comment est-ce que j'ai appris le japonais? Est-ce que ça m'a permis de progresser ou non? On va essayer d'analyser tout ça ensemble. Et je voudrais commencer par remercier les gens qui suivent cette chaîne fidèlement depuis longtemps parce que vous êtes maintenant plus de 500 abonnés à suivre mes contenus. Donc je vous remercie vraiment pour suivre les vidéos que je fais. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez le faire tout de suite si vous êtes intéressé par des contenus pour apprendre le japonais ou progresser en japonais. Ok, maintenant commençons par voir un petit peu comment j'ai appris le japonais l'année dernière. Avec déjà quelques stats très simples, combien d'heures j'ai passé à apprendre le japonais d'après mes estimations. J'ai passé à peu près 385 heures à travailler le japonais d'une manière ou d'une autre, on va voir le détail juste après. Alors pour donner une idée par rapport à l'année d'avant, l'année 2021, j'ai fait 780 heures. Clairement j'en ai fait beaucoup moins, quasiment moitié moins en fait l'année dernière, on va essayer de revenir là-dessus aussi. Dans la décomposition de ces heures de japonais, je vais classer ça en 3 catégories comme la vidéo que j'ai fait pour 2021. Input, output et autres. Input, c'est toute la consommation de contenu dans laquelle je vais pas moi-même m'exprimer. L'input, ça a représenté 63% du temps que j'ai passé à travailler le japonais. Par rapport à l'année 2021, il y avait beaucoup moins de lecture. L'année 2021, j'étais très focalisé sur la lecture. Là, ce qui a fait le gros vraiment de mon input, ça a été regarder des dramas en fait, des dramas japonais. Une immersion du coup relativement passive. Ensuite, on a le temps passé à faire de l'output, c'est-à-dire à m'exprimer d'une manière ou d'une autre, ça peut être à l'oral ou à l'écrit. Alors mon output, ça a été principalement du shadowing. Pour l'année 2022, j'ai fait 9% de mon temps en shadowing, que je considère comme de l'output puisque je suis en train de parler, de dire du japonais, même si évidemment je répète quelque chose. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette technique très utile pour travailler sur votre accent, votre intonation, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder, je mettrai une petite carte juste là-haut. La deuxième manière dont j'ai fait de l'output, c'était le Nikki, c'est le fait d'écrire un journal dans lequel je raconte par exemple ce qui m'est arrivé en japonais, et ensuite je me fais corriger par des natifs pour voir quelles sont mes erreurs et essayer de m'améliorer. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur le sujet, donc je mettrai aussi une petite carte là-haut, n'hésitez pas à les regarder. Le Nikki, ça a été à peu près 5% de mon apprentissage total. Si on fait la somme du shadowing et Nikki, on arrive à peu près à 14%, ce qui est en fait plus que ce que j'ai fait l'année d'avant en 2021, j'étais à 11%. Donc j'ai fait plus d'output, même si paradoxalement j'ai pas eu l'impression de faire tellement d'output cette année. Peut-être parce que le shadowing c'est plus ou moins de l'output, on peut débattre du fait que c'est vraiment de l'output ou non. Ensuite on arrive sur une catégorie que j'ai appelée autres pour ranger un petit peu tout le reste. Elle était dominée principalement par mes lives Let's Play FF7 puisque j'ai passé à peu près 14% de mon temps soit sur de la préparation, à peu près 5% de ces lives, soit à hauteur de 9% de la lecture en fait pendant le live. Alors on peut débattre, est-ce que c'est une forme d'output parce que j'ai lu à haute voix? C'est aussi une forme d'input et d'immersion active. Puisque là j'ai vraiment lu les phrases les unes après les autres en décortiquant, en essayant de traduire, donc c'est quelque chose de relativement intense. En tout cas c'est un petit peu difficile de classer ce travail là. L'autre activité dans cette catégorie autre, c'est mes révisions sur Anki, mais cette année c'était seulement 7% du temps que j'ai passé à faire du japonais en total, et on va en reparler très bientôt, je vais expliquer un peu pourquoi. Si ça vous intéresse de faire ce genre de statistiques sur votre apprentissage, je vous mets en description un petit tableur dans Google Sheet qui va vous permettre de remplir par catégorie le temps que vous avez passé à faire du japonais jour après jour, et donc vous pouvez très bien l'utiliser pour cette année 2023. Maintenant que j'ai posé un petit peu le contexte avec ces statistiques, concrètement, comment est-ce que mon niveau a évolué pendant l'année 2022 par rapport à l'année précédente ? Eh bien, en termes de niveau JLPT, si on essaie de prendre ça pour évaluer de façon un petit peu objective mon niveau, je pense pas que j'ai bougé beaucoup, je suis toujours quelque part entre le N2, N3, plutôt vers N2 en termes de vocabulaire et de kanji, peut-être plus N3 en termes de grammaire parce que j'ai encore des lacunes sur la grammaire un petit peu avancée. Mais cela dit, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec notamment l'immersion dans des contenus en japonais par rapport à l'année d'avant. C'est pas quelque chose que je peux quantifier de manière très précise, mais c'est vraiment plus une impression générale. Donc pour les mêmes contenus que je pouvais regarder l'année d'avant, je suis quand même plus à l'aise maintenant, j'ai plus de facilité à comprendre ce qui se passe.
Le meilleur benchmark peut-être pour se rendre compte de l'évolution de mon niveau, c'est mes let's play FF7 que j'ai fait pendant toute l'année 2022, et j'avais même d'ailleurs commencé un peu avant 2022 à faire des épisodes enregistrés qui n'étaient pas live. J'ai un peu regardé mes premières vidéos du coup de let's play FF7 et comparé ça avec les dernières pour voir comment ça avait bougé. Ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à lire des contenus comme ceux de FF7 qui sont des contenus très typés manga, le langage est très manga, et c'est quelque chose que j'ai très peu bossé en fait en immersion, je lis pas souvent de manga, je regarde très peu d'animés, donc j'avais beaucoup de mal en fait au début avec notamment des contractions dans la façon de parler, avec des expressions qui sont vraiment très argot, je pouvais avoir beaucoup de mal. Là maintenant je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Maintenant on peut regarder un peu du côté de la prononciation pitch accent parce que c'est un sujet sur lequel j'avais dit que je travaillerais pendant l'année 2022, notamment avec le shadowing. J'ai essayé de voir un petit peu comment j'avais pu progresser. Alors le bilan est un peu mitigé, je dois dire que si je regarde par exemple les dernières vidéos que j'ai fait de live, j'ai fait encore pas mal d'erreurs de pitch accent, pas mal d'erreurs de prononciation, où je n'ai pas la bonne intonation sur certains mots. Par contre, la bonne nouvelle, je dirais, c'est que maintenant je m'en aperçois, si je re-regarde les vidéos, j'arrive à repérer pas mal d'erreurs, je me dis, ah bah non, là, je me suis trompé. Par exemple, j'en ai noté quelques-unes, à un moment donné, j'ai dit Tonikaku, alors que ça doit être Tonikaku. L'accent qui descend dès le premier mot là. Ensuite, j'avais Sonaete au lieu de Sonaete. Voilà, donc c'est quelques exemples, mais en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'arrive à repérer quand j'écoute un contenu, ou quand je m'écoute moi en l'occurrence, j'arrive à repérer des erreurs de pitch accent et à me rendre compte de ces erreurs-là. C'est déjà une première étape. Maintenant, si je pouvais arriver à évidemment maîtriser le pitch accent pour tous ces mots courants, je serais très content. Je pense que ça va me demander encore pas mal de travail parce que c'est très difficile une fois qu'on a appris le japonais pendant des années sans trop y faire attention, de transformer vraiment son cerveau pour arriver à dire correctement tous ces mots. Voilà, en tout cas je pense qu'il y a du progrès de ce côté-là aussi. Je pense que ce qui m'a aidé à gagner en fluidité pendant ces lives FF7 au cours de l'année 2022, c'est tous les exercices de shadowing que j'ai fait, qui m'ont permis d'être beaucoup plus détendu, d'avoir un langage beaucoup plus fluide quand je parle en japonais. Même si ça n'a pas fondamentalement changé ma manière de prononcer le japonais, si je compare par exemple avec les enregistrements que j'ai pu faire il y a un an, je parle à peu près de la même manière, j'ai corrigé certaines erreurs d'intonation, pas toutes, mais par contre je suis beaucoup plus fluide, je pense, dans ma manière de parler. Et donc voilà, c'est quand même un point assez positif je pense de cette année. Bon, il faut quand même qu'on revienne sur quelques événements un peu importants dans l'année. Comme vous avez vu au début, j'ai pas du tout travaillé autant le japonais que l'année 2021 et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Alors déjà, j'ai eu quand même une baisse de motivation, je dois dire. C'était notamment pendant l'été, vers la fin août. C'était lié, je pense, à des changements dans ma vie professionnelle aussi. J'avais besoin de dédier du temps à d'autres choses, de l'énergie aussi, à d'autres projets. Et donc, je me suis vraiment posé en me disant à quel point j'ai envie de passer beaucoup de temps à bosser le japonais, à quel point j'ai envie de passer du temps à bosser sur d'autres projets. J'ai un petit peu fait la part des choses et je me suis dit, bah, j'aime bien bosser le japonais, mais pas forcément en faire 3 heures par jour non plus. Et j'estime être bien en fait avec ce que je fais comme pratique ici, notamment beaucoup d'immersion. Je pense que ça me fait progresser quand même, certainement moins vite que si je faisais quelque chose de plus intensif. Mais voilà, j'ai trouvé une balance en fait avec d'autres contraintes que j'avais dans ma vie perso. Un point qui est peut-être important aussi, c'est de reconsidérer l'objectif qu'on a et la raison pour laquelle on apprend le japonais. En fait, si j'y réfléchis un petit peu, je n'ai pas fondamentalement besoin de parler japonais là dans ma vie de tous les jours. D'abord, même si ma copine est japonaise, elle comprend très bien le français, donc on parle en général en français, un petit peu en japonais aussi. Les amis que j'ai japonais à Paris, ils parlent en fait aussi français, donc finalement j'ai pas fondamentalement besoin de m'adresser à eux en japonais. En réalité, vous savez peut-être, mais ma raison principale, ma motivation pour progresser en japonais, c'est vraiment les voyages et c'est le fait de pouvoir parler avec des japonais quand je suis au Japon, des japonais avec qui je pourrais pas parler par ailleurs en anglais ou en français. Et avec ce qui s'est passé depuis le Covid en 2020, forcément, j'ai pas pu voyager depuis plus de 3 ans et demi du coup au Japon. Et ça a joué, je pense, aussi sur ma motivation, le fait d'avoir ce souvenir, en quelque sorte, qui s'éloigne un petit peu. Voilà, j'ai moins, on va dire, l'envie de là tout de suite de partir au Japon, et forcément, mon envie de progresser très vite en japonais, elle s'est un petit peu estompée. Cela dit, je voulais partager ça avec vous, parce que je pense que c'est important peut-être de dédramatiser en quelque sorte. Quand on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à apprendre quelque chose, des fois on hésite en fait à réduire, on a plutôt envie de continuer coûte que coûte. Mais ce n'est pas forcément un mal en soi à un moment donné de faire soit une pause complètement, soit comme je le fais ici, de ralentir un petit peu, d'utiliser mon temps autrement,
Ça veut pas dire que je progresse pas, ça veut pas dire que j'apprécie pas tous les jours de regarder des contenus en japonais, c'est toujours le cas. Mais voilà, je pense qu'il faut faire un peu cette introspection de temps en temps. Faut pas non plus remettre en question ça, toutes les semaines en disant bah non, le japonais c'est trop dur, j'en ai marre, j'arrête. Hein. C'est pas ce que je veux dire par là. Il faut aussi persévérer un petit peu, il faut aussi un petit peu se mettre un coup de pied au cul et se forcer de temps en temps, sinon on progresse pas. Mais par contre, si on est trop vraiment le nez dans le guidon, à pas se reposer la question, mais pourquoi, c'est quoi mon objectif concrètement, qu'est-ce que je veux arriver à faire avec le japonais d'ici 6 mois, 1 an, etc. Je pense qu'on risque de se tromper à un moment donné de chemin, peut-être, de pas faire les bons choix. Donc voilà, pensez de temps en temps à reconsidérer, à vous rappeler pourquoi vous apprenez le japonais. Je pense que ça peut aussi vous aider à vous remotiver parfois, de retrouver cette motivation que vous avez derrière votre apprentissage du japonais. L'autre grand changement en 2022, c'est que j'ai arrêté Anki. J'ai complètement arrêté d'utiliser Anki depuis quelques mois maintenant. J'avais parlé un petit peu de ce sujet-là, de Anki par rapport à l'immersion dans une vidéo, et je vous mettrai un petit lien là-haut dans la description si ça vous intéresse. Mon point, c'est que Anki, c'est un outil extrêmement utile pour les débutants. Quand vous commencez le japonais, il est incroyable, il vous aide énormément, et donc ça, je reviens absolument pas là-dessus. Par contre, à mesure que vous commencez à progresser en japonais, pour moi la valeur ajoutée de Anki, de faire des révisions Anki tous les jours, elle diminue au fur et à mesure du temps, vous avez moins besoin d'Anki, et il vaut mieux passer, à mon avis, plus de temps sur de l'immersion au lieu de passer ce temps sur Anki. Ça va être beaucoup plus bénéfique, je pense. Alors, est-ce que c'était une bonne idée d'arrêter Anki là, à ce niveau que j'ai maintenant ? Peut-être pas, peut-être que c'est un petit peu trop tôt, ou peut-être que j'aurais dû arrêter bien avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'avais, que Anki me servait pas forcément beaucoup. Mes révisions Anki, j'avais plus trop l'envie, je me disais, tant qu'à faire, pourquoi je passe ce temps-là sur Anki alors que je peux lire des choses en japonais, j'ai un niveau suffisant pour comprendre pas mal de choses en japonais. Donc c'est un choix que j'ai fait un petit peu radical, d'arrêter Anki. Ça veut pas dire que je me remettrai pas à un moment donné à faire du Anki. Je pense que ça peut être encore intéressant pour moi sur des sujets un peu particuliers, sur des domaines, par exemple un nouveau domaine que je connaisserais pas trop et que j'ai envie de bosser de manière un peu intensive. Là ça peut être très utile à mon avis de ressortir Anki. Pour le moment en tout cas, j'ai fait un break avec Anki. Maintenant, qu'est-ce qui va changer en 2023 ? Eh bien, il y a des possibles changements dans ma vie professionnelle qui feraient que je serais amené à collaborer avec des japonais, donc parler peut-être en japonais, en tout cas échanger à l'écrit, c'est possible. Probablement aussi lire des documents en japonais, mettre vraiment à contribution ma compétence modeste encore en japonais. J'ai aussi prévu de retourner au Japon et cette fois-ci de passer vraiment quelques mois au Japon et pas seulement quelques semaines en touriste. Ça sera probablement au courant de l'été 2023, la date n'est pas encore complètement fixée. Et ça, je sais d'expérience que le voyage au Japon, c'est un énorme boost pour la motivation, mais aussi dans mes capacités du japonais. Le fait d'être en immersion dans le pays, je sais qu'au bout de quelques jours, j'écoute pas du tout le japonais de la même manière, ma compréhension est beaucoup plus, affûtée, si je puis dire. Donc ça se joue énormément sur mon niveau, ça c'est une certitude, je l'ai fait, j'ai fait l'expérience plein de fois à chacun de mes voyages. Donc je compte aussi là-dessus pour vraiment progresser, pour m'aider à progresser et me motiver. Du côté de la méthode que je vais utiliser, je compte rester à peu près sur ce que j'ai fait en 2022, une immersion passive avec des dramas, des contenus qui me plaisent assez bien, que j'arrive à comprendre maintenant assez bien, avec une immersion active via les let's play, puisque maintenant je continue avec un autre jeu, Phoenix Wright Ace Attorney, puisque j'ai fini FF7, et d'ailleurs je vous mets un petit lien dans la description vers la playlist si vous voulez regarder déjà les épisodes que j'ai fait sur ce live. Côté output, je vais continuer le shadowing parce que je sais que ça m'aide vraiment à être plus à l'aise. Je vais continuer ça et probablement me remettre un petit peu à l'écriture parce que c'est quelque chose que j'ai un peu délaissé en 2022. J'ai pas fait beaucoup d'écriture, je vais pas faire ça forcément très régulièrement, pas tous les jours, mais probablement une fois par semaine, me remettre à écrire un petit peu en japonais parce que je sais que ça m'aide aussi beaucoup à corriger des erreurs, par exemple des erreurs de grammaire que je peux faire quand je m'exprime. Voilà pour mon apprentissage du japonais en 2022 et mes projets pour 2023. Maintenant, parlons un petit peu de la chaîne Itsupela. On va aborder qu'est-ce qui s'est passé d'important en 2022. Déjà, il y a des nouveaux sujets que j'ai pu aborder sur la chaîne, notamment l'output à travers le shadowing, à travers l'écriture, qui était un sujet que j'avais pas du tout couvert jusqu'à maintenant. Et je suis très content des contenus que j'ai pu produire. J'ai l'impression que ça a pas mal aidé d'autres personnes. Ensuite, j'ai fait aussi des vidéos autour du tourisme et de la culture japonaise, quelque chose que j'avais vraiment jamais fait non plus sur la chaîne. Ça a eu beaucoup de succès, alors je pense que c'est pas forcément des gens qui apprennent le japonais qui regardent ces vidéos, bien sûr, mais l'un dans l'autre, je pense que c'est aussi utile d'avoir ces éléments de culture quand on apprend la langue, ça peut aussi aider à comprendre un certain nombre de choses, et c'est quelque chose qui est assez plaisant à faire, je trouve, comme type de contenu, donc je compte aussi continuer un peu là-dessus.
J'ai aussi pas mal fait de conseils aux débutants, encore quelque chose que je faisais pas trop avant, puisque si vous le savez, si vous regardez la chaîne depuis longtemps, le concept c'est plutôt de s'adresser à des gens qui ont déjà un petit niveau et qui veulent progresser, qui ont du mal à progresser au niveau intermédiaire. C'était vraiment, on va dire, mon créneau quand j'ai démarré la chaîne. Bien sûr, c'est un créneau intéressant, mais il n'y a pas beaucoup forcément de gens qui sont intéressés. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intermédiaires en japonais par rapport à tous les débutants qui commencent le japonais. Et donc, je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je vais aussi donner des conseils aux débutants parce que je pensais avoir aussi des choses intéressantes à dire aux débutants. Et ça a eu du succès aussi, notamment ma vidéo où je donne 10 conseils un peu essentiels pour les débutants. J'ai eu beaucoup de bons feedbacks là-dessus, donc je suis très content d'avoir fait ça et je vais essayer de faire d'autres contenus de ce type-là. L'autre grosse nouveauté que j'ai déjà un petit peu évoquée, c'est les Let's Play FF7, les vidéos que j'ai fait en live dans lesquelles je joue à Final Fantasy VII en japonais et puis j'essaye de décortiquer, d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Je suis très content d'être parvenu jusqu'au bout du jeu puisque j'ai mis quasiment 1 an pour finir le jeu, mais j'y suis arrivé. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi d'avoir fait ces lives, même si on va être honnête, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, mais je remercie ceux qui étaient assez fidèles et qui ont suivi les lives. Aussi un truc qui était intéressant, c'est que un des spectateurs a fini par me rejoindre et à participer au live. Je parlais bien sûr de Laurent qui m'aide maintenant toutes les semaines du coup à faire ces let's play. Donc c'était très chouette de faire la connaissance de Laurent d'ailleurs que je connaissais pas du tout avant et puis de faire un peu ce duo du coup pour les lives. Ça m'aide énormément en tout cas, donc j'en suis très content. En 2023, j'ai prévu de continuer à faire des vidéos autour de la culture et du tourisme au Japon, puisque je pense que j'ai encore des choses intéressantes à raconter là-dessus, des anecdotes ou des conseils à donner, et puis c'est un format qui a bien marché. Et aussi, même si ça va peut-être vous sembler un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit avant, mais de refaire des vidéos sur Anki. D'après moi, il y a encore un besoin, notamment sur le YouTube francophone, d'expliquer Anki, de faire des vidéos tutoriels et expliquer des extensions qui peuvent être utiles. Je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment de contenu là-dessus et qu'il y a des choses que je peux apporter potentiellement. Donc je vais vraiment me remettre un petit peu à ça, essayer de refaire des vidéos là-dessus pour aider notamment les plus débutants. Une autre idée qui me trotte un peu dans la tête depuis longtemps, sur lequel j'ai quand même pas mal réfléchi, c'est de proposer, alors ce serait pas vraiment un cours, mais plutôt un parcours, un espèce de guide, qui permettrait à un débutant complet d'arriver à un niveau dans lequel il peut être assez autonome en fait, dans lequel il peut faire de l'immersion dans des contenus en japonais avec des outils qu'il maîtrise, et ensuite en fait continuer par lui-même de manière autodidacte, continuer son apprentissage du japonais. Puisque c'est quelque chose je trouve qui manque beaucoup. On a d'un côté des contenus qui sont vraiment des manuels de langue ou des cours collectifs dans lesquels c'est certes très guidé, ce qui est très utile pour des personnes qui ont besoin d'un cadre, mais en même temps on enferme les gens dans un truc très scolaire, et d'expérience je sais que ça marche pas très bien ensuite quand on arrive au niveau intermédiaire. Et de l'autre côté on a pas mal de guides et d'informations, notamment dans la sphère plutôt anglophone ou américanophone, sur des guides pour faire de l'immersion, mais qui demande d'être déjà un petit peu discipliné, qui demande d'être déjà vraiment quelqu'un qui marche en autodidacte, et je sais d'expérience qu'il y a plein de gens en fait qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un truc plus guidé quand ils débutent. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc entre les deux à trouver, un espèce de parcours qui parle aux débutants, qui les prend par la main, mais en même temps qui ne va pas les garder, qui va pas les verrouiller dans des cours, mais qui va les amener vers l'autonomie, vers l'utilisation de l'immersion en fait pour apprendre le japonais. En tout cas, c'est un projet qui est assez ambitieux. Mon idée, c'est vraiment de faire quelque chose d'hybride dans lequel on a à la fois des vidéos, on a à la fois un site avec un cours écrit et en même temps un système de répétition espacé comme Anki, mais qui est intégré au site pour faciliter le travail aux débutants. Donc c'est assez clair dans ma tête, mais ça demande un boulot en fait monstrueux que j'aurai probablement pas le temps de faire en 2023. J'espère me tromper, j'espère que j'aurai le temps, mais voilà. En tout cas, si l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions à cette idée-là. Et voilà pour toutes ces réflexions que je peux avoir sur mon année 2022 par rapport à l'apprentissage du japonais, par rapport à la chaîne Itsupela. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à suggérer aussi des idées. Je suis toujours preneur de nouvelles idées pour des vidéos, pour des contenus qui pourraient vous aider dans l'apprentissage du japonais. Donc allez-y, commentez, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec des amis qui apprennent le japonais. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Mata kondo!